Bonjour à toutes et à tous. Allez, on part en voyage dans le temps, direction le Moyen-Âge. Mais attention, on oublie un peu les rois dans leur grand palais. La vraie vie, pour la quasi-totalité des gens, eh bien, elle se passait là, dans les campagnes. Pour comprendre ce monde, on va suivre un guide, l'abbé Pierre le Vénérable. C'est un chef de monastère et comme beaucoup à l'époque, il est aussi un seigneur. Il possède des terres et les paysans qui vivent dessus travaillent pour lui. Alors, prêt à voir comment tout ça s'organise? C'est parti. La grande question qu'on va se poser est la suivante. Comment ça marche au juste? Comment un seul homme, un seigneur, qu'il soit un chevalier en armure ou un homme d'église comme notre abbé, arrive à dominer et à organiser la vie de tout le monde autour de lui? C'est le mystère qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Pour y arriver, voici notre plan d'attaque. D'abord, on va s'intéresser au symbole numéro 1 du pouvoir, le château fort. Ensuite, on verra concrètement ce que le seigneur fait de son autorité. Après ça, on ira faire un tour dans les champs pour comprendre la vie des paysans. On n'oubliera pas de parler de l'église, qui est super importante, avant de faire un petit résumé de tout ce qu'il faut absolument retenir. En route? Première étape, les châteaux. Quand on se balade dans la campagne médiévale, impossible de les manquer. Un château, ce n'est pas juste une grosse maison en pierre, non. C'est un message très clair qui dit « Ici, le chef, c'est moi ». Et ce château, c'est le centre de ce qu'on appelle la seigneurie. Alors la seigneurie, c'est assez simple à comprendre. Imaginez un grand territoire, avec des terres, des forêts, des villages, et tous les habitants qui y vivent. Tout ça est contrôlé par un seigneur. Le deal, en quelque sorte, est le suivant. Le seigneur assure la protection des paysans, et en échange, ils doivent payer des impôts et travailler pour lui. C'est vraiment la base de toute l'organisation de la société. Regardez-moi cette architecture. Un château. C'est une véritable forteresse construite pour la domination et pour la guerre. Au centre, il y a le donjon. C'est la tour la plus haute et la plus solide, le refuge ultime en cas d'attaque. Tout autour, on a des tours de garde pour surveiller les environs et voir arriver l'ennemi de très loin. Bref, depuis son château, le seigneur voit tout et contrôle tout. Bon, avoir un château en impose, c'est sûr. Mais le pouvoir du seigneur, ce n'est pas juste des murs en pierre. Voyons un peu plus en détail comment il utilise son autorité pour protéger, juger et commander. Tout ce système porte un nom, la société féodale. En gros, après l'empire de Charlemagne, le pouvoir des rois s'est affaibli. Ce sont donc les seigneurs locaux qui ont pris le contrôle. Ils sont liés entre eux par des serments de fidélité. Un grand seigneur donne une terre qu'on appelle un fief à un seigneur moins puissant, son vassal. Et en échange, ce vassal lui jure loyauté et s'engage à combattre pour lui. Finalement, le job du seigneur se résume à 3 grandes missions. Premièrement, il rend la justice. C'est lui le juge sur ses terres. Deuxièmement, il fait la guerre. C'est même son activité principale, il faut bien le dire. Et enfin, il doit protéger tout le monde sur sa seigneurie. C'est d'ailleurs ça qui justifie son pouvoir aux yeux de tous. Bien sûr, le seigneur ne combat pas tout seul. Il a une équipe de choc avec lui, les chevaliers. Et cette citation nous décrit le chevalier parfait de l'époque. Il doit être fort et loyal, ça c'est la base, mais il doit aussi être un bon chrétien qui écoute l'Église et respecte Dieu. Et attention, on ne naît pas chevalier comme ça. On le devient au cours d'une cérémonie super importante, l'adoubement. C'est le moment où un jeune guerrier reçoit ses armes, et surtout son épée, des mains de son seigneur. C'est un rite de passage qui marque son entrée officielle dans le monde des combattants. Ok, on a bien vu comment ça se passe en haut de la pyramide. Mais qui fait tourner l'économie? Qui nourrit tout ce monde? Pour le savoir, il faut quitter le château et descendre dans les champs, à la rencontre de ceux qui représentent 90% de la population, les paysans. Là, on a vraiment 2 mondes totalement différents. D'un côté, le paysan, il cultive une terre qui ne lui appartient pas, il paye des taxes et il a des journées de travail gratuits. De l'autre, le seigneur, il possède la terre, il collecte l'argent et il donne les ordres. Il y a même des paysans, les serfs, qui ne sont pas libres du tout. Ils sont attachés à la terre du seigneur et ne peuvent pas la quitter sans son autorisation. Concrètement, qu'est-ce qu'un paysan devait payer? D'abord, il y avait le cens. C'est une sorte de loyer pour la terre qu'il cultive. Ensuite, les corvées. C'était des jours de travail gratuits où il devait aller réparer le château ou cultiver les champs privés du seigneur. Et pour finir, les banalités. Des taxes obligatoires pour utiliser le moulin, le four à pain ou le pressoir à vent du seigneur. Et oui, tout ça appartenait au seigneur et il fallait payer pour s'en servir. Mais attention, il ne faut pas imaginer que rien ne change. La vie des paysans s'améliore tout de même un petit peu, grâce à des progrès techniques en agriculture. Par exemple, on invente l'assolement triennal. L'idée, c'est de diviser les terres en 3 et d'en laisser une se reposer chaque année pour qu'elles redeviennent fertiles. Avec de meilleurs outils, comme la charrue en fer, les récoltes augmentent, et plus de nourriture, ça veut dire plus de population.
On passe à notre quatrième partie parce qu'il y a un autre pouvoir omniprésent dans les campagnes et c'est celui de l'Église. L'Église du village, c'est bien plus qu'un bâtiment, c'est le centre de la vie sociale. Et il faut bien comprendre que l'Église au Moyen-Âge, ce n'est pas qu'une autorité spirituelle. C'est aussi un immense propriétaire terrien. Des évêques ou des abbés, comme notre Pierre le Vénérable, sont de très grands seigneurs. Ils possèdent des seigneuries entières et les paysans qui y vivent leur doivent exactement les mêmes taxes et corvées qu'un seigneur laïque. En fait, l'Église accompagne chaque personne, du berceau jusqu'à la tombe. Elle rythme toute la vie à travers les 7 sacrements, le baptême à la naissance, le mariage et jusqu'à l'extrême-onction juste avant la mort. C'est elle qui donne un sens à l'existence de chacun, du plus pauvre paysan au plus puissant des seigneurs. Et qui dit pouvoir dit impôt, bien sûr. En plus de tout ce qu'ils devaient au seigneur, les paysans devaient payer un impôt spécial à l'Église, la dîme. En général, ça correspondait à un 10e de toute leur récolte. C'était une charge très lourde, mais cet argent servait à entretenir les églises, à payer les prêtres et aussi à aider les plus pauvres. Ouf, on a exploré beaucoup d'aspects de cette société. C'est le moment de souffler un peu et de faire le point. Si vous ne deviez retenir que quelques informations essentielles pour le contrôle, ce seraient celles qui suivent. D'abord, les 4 mots-clés à connaître par cœur. La seigneurie, c'est le territoire du seigneur. Le serf, c'est le paysan non libre. La dîme, c'est l'impôt pour l'Église. Et l'adoubement, la cérémonie qui fait d'un homme un chevalier. Ensuite, il faut se souvenir des 3 grands rôles dans cette société. Le seigneur, qui commande et protège. Le paysan, qui travaille la terre et paie les taxes. Et le chevalier, qui combat pour le seigneur. C'est ce trio qui fait fonctionner le monde médiéval. Alors, pour répondre à notre question du tout début, comment le seigneur organise-t-il sa domination ? Eh bien, il s'appuie sur 3 piliers. Le pouvoir militaire, avec son château fort, le pouvoir judiciaire, parce que c'est lui le juge, et enfin le pouvoir économique, parce qu'il possède la terre et collecte tous les impôts. Ce système a marqué nos paysages et notre société pendant des centaines d'années. Et ça nous amène à une dernière question pour réfléchir un peu. Cette relation entre ceux qui dirigent et protègent et ceux qui travaillent et contribuent, est-ce qu'on n'en trouverait pas encore quelques traces dans notre monde d'aujourd'hui ? Voilà, notre voyage au Moyen-Âge est terminé. Si ça vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines leçons. Merci et à très bientôt!